Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Gloomhaven, le jeu culte ou monstre qui a peut-être dégoûté certains et fasciné d'autres. Alors c'est un jeu qui se déroule dans un monde médiéval fantastique, alors sans elfes, sans nains, mais avec des nouvelles créatures, une nouvelle cosmogonie on va dire, et qui se joue de 1 à 4 joueurs et en mode coopératif. Et donc, vous allez faire ce qu'on appelle du donjon crawling, c'est-à-dire pousser vos personnages dans des tuiles, euh, 3-4 salles, pour accomplir une mission. En général, tuer tous les monstres ou parfois des choses un petit peu plus étonnantes, mais dans un style très, très récurrent. Et donc, ce jeu-là, il est un peu exceptionnel dans le sens où c'est un jeu monumental et monstre. Déjà, vous voyez la boîte qui est immense, elle fait près de 10 kilos. Et à l'intérieur, vous avez 6 personnages de base. Et en plus, vous avez un mode Legacy, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, au fil des scénarios, selon le système, découvrir de nouveaux personnages avec des capacités cachées que vous ne connaissez pas, qui sont mis dans des petites boîtes scellées. Et donc là aussi, c'est une grande force du jeu. Alors, Gloomhaven, dans le contenu, c'est quoi en fait? Je vais déjà ouvrir un petit peu la boîte. Donc la boîte, vous voyez, tout ça, vous ne la voyez pas vraiment, mais c'est vraiment immense. Voilà, donc ça sort du champ tellement il y a tellement de choses. Mais voilà, vous voyez à peu près, ça fait 40 cm de hauteur. Et donc à l'intérieur, vous avez, là j'ai retiré beaucoup de choses, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça ne tient pas à la base, hein. Vous n'arriverez pas à faire tout rentrer. Alors ça vous est livré avec une carte. Alors là c'est une version anglaise, hein, vu que j'ai acheté le jeu il y a pas mal de temps, en 2019 je crois, et j'ai pu faire pas mal de scénarios. Donc vous avez une carte, voilà, donc qui vous est fournie, qui, bon, dans l'absolu, ne méritait pas autant d'attention, voilà. C'est une carte vraiment typique en carton assez épais. Et donc vous allez au fur et à mesure de vos aventures poser des stickers pour débloquer de nouveaux lieux, de nouveaux endroits. Et en fonction de si vous avez réussi la mission, donc là c'est le premier scénario, vous pouvez faire une petite coche en noir pour dire ce scénario a été fait. Voilà, c'est un moyen de repère. En même temps, vous avez aussi cette ligne de compteur de prospérité. Alors là encore, hein, c'est un jeu legacy, donc normalement le matériel est utilisable qu'une fois pour une grande aventure, mais l'aventure, je peux vous assurer qu'elle sera très longue avec plus de 90 scénarios. Donc pour continuer sur le contenu, là, je ne vous l'ai pas mis, mais vous avez un paquet de tuiles qui est immense. Euh, Même moi, en 20 ou 30 scénarios, je n'ai pas fini de toutes les utiliser, mais vous avez une trentaine ou une quarantaine de tuiles. Alors, elles sont un peu hors champ pour des raisons d'espace, évidemment. Et voilà, vous avez des tuiles de toutes catégories. Voilà, des tuiles, alors de toute taille, hein, recto verso. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va pouvoir vous faire des environnements un petit peu différents. Tout est possible en fait, hein, dans Gloomhaven, hein, il y a quand même un côté sandbox où vous allez pouvoir faire des scénarios toujours un peu différents. Donc ça, c'est les tuiles. Je vous dis, une fois que vous les avez tout mis à l'intérieur, ça ne rentrera pas. Et là, vous avez, je dirais, là j'ai réutilisé du matériel, hein, pour me servir de boîte de rangement. Donc j'ai creusé un peu le truc. Et là, vous avez des flopées de monstres. Donc là, hop, c'était piégeux. Donc ça, c'est des mucus. Donc vous avez des monstres en pagaille. Donc beaucoup de joueurs, en fait, ont acheté des boîtes de rangement, hein, parce que le jeu est très très long. Très très difficile à sortir. Voilà, donc vous avez de la boîte. Donc ça, c'est des côtés legacy. Et puis vous avez tout ça. Voilà, vous voyez, il y a énormément de matériel. Alors déjà en termes de monstres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les monstres ne seront en fait qu'en standy. En standy, et les héros auront quand même droit à des figurines. Et donc là, vous voyez, c'est pas fini. Et voilà, en gros, ce que vous pouvez avoir. Alors, on va essayer de faire un petit peu de place. Voilà, parce que là, même le contenu de la boîte. Alors, donc je vous ai dit plus de 90 scénarios.
Quelle durée de jeu vous pouvez avoir dans ce type de jeu? Alors chaque scénario va faire à peu près, moi je compte en général 1 heure par joueur en moyenne. Alors il y a des scénarios plus ou moins longs selon le nombre de salles, mais vous pouvez compter plutôt, ça fait une ombre sur la carte, mais bon, voilà, ça fait, vous pouvez compter à peu près pour 1 heure de jeu par personnage, par joueur. Donc, c'est-à-dire si vous jouez à 3, 3 heures, à 2, 2 heures et à 4, 4 heures. C'est plus ou moins une règle, il y a des scénarios plus ou moins longs. Selon votre vitesse de jeu, ça va aussi pas mal influencer. Alors, un personnage, de quoi il est constitué? Voilà, qu'est-ce que vous avez comme personnage? Eh bien, chaque personnage, par exemple ici c'est le cœur de roche en français, mais moi je l'ai en anglais, donc c'est le Kragart. Voilà, donc Kragart, ils ne sont pas peints, c'est moi qui les ai peints évidemment. Ils sont donnés. Eh bien, à l'intérieur, vous avez un paquet de cartes, y compris des objets. Alors, je reviendrai peut-être là-dessus. Voilà. Donc, vous avez une fiche de personnage. Là encore, tout est en anglais. Et vous avez donc voilà, votre personnage qui est constitué comme ça. Donc, pareil, il y a des niveaux de jeu. Plus vous allez monter en niveau et plus vous allez gagner des points de vie et aussi des cartes supplémentaires pour faire du deck building. Donc là aussi, c'est un aspect intéressant du jeu car ça sera aussi du deck building. Donc vous avez votre niveau de personnage. Niveau 1, vous avez 10 points de vie. Niveau 2, 12. Niveau 3, 14, etc. etc. jusqu'au niveau 9 qui est maximum. Et vous allez en même temps cumuler des points d'expérience. Donc le système de jeu, comment il fonctionne? Donc, eh bien, vous allez avoir comme règle principale de constituer à partir de vos cartes de niveau 1 un paquet de cartes. Donc vous allez avoir, c'est marqué sur votre fiche de personnage, selon votre personnage, lui c'est 11 cartes. Et donc vous allez constituer votre paquet de cartes avec 11 cartes. Et donc là, comme c'est pas un niveau 1, mais là 1, 2, 3, donc il y a les cartes de niveau 2. Mais en gros, vous allez faire votre paquet de cartes, vous allez prendre les 11 cartes de niveau 1. Si vous avez un peu d'expérience du jeu, vous pouvez tout simplement varier un petit peu dès le début avec des cartes topées X. X, ça veut dire que ce sont des cartes un peu plus sophistiquées et vous allez pouvoir constituer votre deck building. Donc, en gros, votre paquet, quoi qu'il arrive, fera 11 cartes. Donc 11 cartes et vous allez pouvoir éventuellement retirer ou rajouter des cartes au fur et à mesure de la montée de niveau. Alors quand vous montez de niveau, vous pouvez rajouter des cartes de niveau 2, 3, 4, 5, mais il faudra retirer une carte et votre paquet fera toujours 11 cartes. Simplement, quand vous montez de niveau, les cartes seront plus ou moins puissantes. Et donc, que disent ces cartes? Donc en fait, quand vous allez commencer votre tour de jeu, chaque joueur va faire une programmation. C'est un jeu de programmation de cartes. Donc chaque joueur va choisir 2 cartes parmi son paquet. Donc le paquet est ouvert. Donc vous en sélectionnez 2. Et vous aurez le choix en fait entre faire une action du haut et action du bas. Et aussi, chacun va mettre ses 2 cartes face cachée et va les révéler en même temps. Et choisira une des initiatives qu'il annoncera tous en même temps. Donc soit vous aurez une initiative 41, soit une initiative 75, en sachant que 1 c'est très rapide, 99 c'est très lent. Et donc celui qui aura l'initiative la plus basse commencera le jeu. À ce moment-là, vous aurez le droit de choisir quelle carte vous utilisez en premier et vous ferez l'action du haut ou l'action du bas d'une des 2 cartes. Et ensuite, pour l'autre carte, vous ferez forcément l'action qui reste en haut ou en bas. Concrètement, donc, il y aura une action d'attaque en haut et une action de mouvement en bas. Donc par exemple, je cache ces 2 cartes, je relève une initiative, je dis que sa première carte sera 41, donc initiative 41. Et là, je dis, je me déplace de 5 cases et j'attaque avec 4. Voilà. Donc, voilà. Ou j'aurais pu décider de détruire un obstacle et ensuite de créer 2 obstacles. Voilà. Donc, on peut, schématiquement, en haut, c'est une action d'attaque, mais des fois, vous avez des capacités un petit peu différentes qui vont vous donner des choses assez intéressantes. Là, par exemple, vous faites une attaque 3, mais vous avez un pouvoir d'immobilisation. Voilà, là, c'est une attaque à distance à portée 5, mais à 2. Et inversement, au lieu de vous déplacer sur cette carte-là, vous pourriez utiliser l'action du bas pour faire du soin. Donc, en début de partie, vous avez une très très grande variabilité de capacité de ce que vous pouvez faire. Là où c'est très marrant, et là on rentre un petit peu dans le jeu très Eurogame, c'est que vous allez en faire 2, puis 2, puis 2, puis 2, puis à un moment il va vous rester peut-être une carte ou 2 cartes. À ce moment-là, vous aurez l'option de faire un repos long.
Alors, en fait, vous avez tout le temps l'option de faire un repos long, mais évidemment, c'est plus intéressant de le faire quand vous avez quasiment plus de cartes. Soit vous pouvez faire à tout moment du jeu un repos long ou un repos court. Alors, le repos court, c'est quoi? Vous prenez toutes vos cartes qui vous restent en main, vous les mélangez et vous en choisissez une au hasard qui sera détruite. Voilà, donc détruite, ça veut dire que pendant toute la partie, vous ne pourrez plus l'utiliser. Et donc après, vous aurez moins de cartes. Après là, vous avez 11 cartes. Après, vous avez moins de cartes pour choisir ce que vous voulez faire et comment vous voulez faire. Et donc, au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir de moins en moins de cartes. Le repos long est un petit peu différent puisqu'en fait, ça vous fait passer votre tour à... Vous avez une initiative 99 et vous allez pouvoir choisir directement la carte que vous allez supprimer de la partie. Et donc là encore, le mécanisme va revenir, c'est-à-dire, vous jouez vos 5 tours, vous avez 11 cartes, vous jouez 5 tours, il ne vous reste plus qu'une carte en main, vous dites je fais un repos long, et donc vous choisissez une carte que vous retirez ici, il vous en reste plus que 10, donc mathématiquement, il vous en reste plus que 5 tours à jouer, donc vous jouez vos 5 tours, j'ai plus de cartes, un repos long, hop, je défausse une carte, il ne m'en reste plus que 9, ainsi de suite. Donc, en fonction de votre nombre de cartes de départ, vous allez avoir un nombre d'actions, de tours de jeu limité. Donc, alors, lui a 11 cartes de départ, mais certains en ont 10, d'autres en ont 9, donc peut-être même 8. Donc, vous avez des possibilités de jeu qui seront peut-être plus restreintes en fonction de votre classe de personnage. Là encore, le deck building est très intéressant, ça fait partie du jeu. Donc, en fonction des scénarios, vous pouvez redispatcher les cartes parmi votre pool de cartes en disant là je vais avoir besoin d'un scénario plus comme ça, ou finalement j'ai pas aimé l'utilisation de telle carte, donc je vais essayer de voir dans mon pool de cartes ce que j'ai pour essayer d'être plus dans ma façon de jouer. Donc là encore, il y a un petit côté deck building qui est assez intéressant. Maintenant, c'est du deck building qui va s'enrichir un petit peu au fur et à mesure de vos montées de niveau. Donc voilà, vous avez 6 classes de personnages de base que vous pouvez prendre pour commencer, en sachant que vous retrouvez un peu les archétypes très classiques de lanceur de sorts, de combattant ou un peu de voleur. L'une des qualités de ce jeu, évidemment, c'est aussi son côté très médiéval fantastique. Alors, bien évidemment, vous allez avoir des objets. Donc, pour acheter des objets, en général, il faudra les payer. Donc, vous commencez le scénario avec, je crois, 30 pièces d'or. Et là, vous allez avoir des cartes d'équipement que vous allez pouvoir acheter. Donc là, ça coûte 20, là, ça coûte 20. Donc, ils vont vous donner des petites capacités supplémentaires pendant la partie. Donc, c'est assez sympa de construire son personnage avec des objets, avec des montées de niveau, avec le deck building. Autre chose marrante, c'est que vous allez avoir des cartes dites de destin, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en fait, vous allez avoir cette mission-là à faire, et c'est un objectif caché et secret. Et par exemple, ici, vous devez gagner 15 fois des encoches, donc c'est une des missions du jeu. Et dans ce cas-là, quand vous aurez fait ces 15 fois ce petit objectif, eh bien, vous prendrez votre retraite. Donc ça veut dire qu'en gros, vous allez sortir du jeu et prendre un nouveau personnage. Soit c'est le personnage qui vous est proposé dans la boîte un petit peu Legacy, ici, donc c'est le petit symbole là pour vous dire que vous pouvez ouvrir cette boîte et découvrir ce personnage, ou vous pouvez prendre éventuellement un des personnages de base. Mais dans la plupart des cas, on préfère prendre le personnage de la boîte Legacy et découvrir un nouveau personnage. Alors qu'est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il sera guerrier? Est-ce qu'il sera plus voleur? Est-ce qu'il sera plus mage? Est-ce qu'il sera plus soutien? Tout ça, ça va dépendre, c'est un peu le hasard, mais vous aurez toujours le choix d'abandonner le personnage et d'en prendre un autre qui sera disponible. Donc au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir de plus en plus de personnages disponibles. Alors lui prendra sa retraite, donc je ne sais plus si on pourra le réutiliser ou pas, mais je ne crois pas. Mais voilà, il prendra sa retraite. Mais d'autres joueurs pourront au fur et à mesure, si vous abandonnez des personnages, les récupérer, ou si vous ne prenez pas, le jouer. Donc là, vous avez je dirais, le côté joueur, vous avez pas mal de possibilités. Là, vous voyez, vous avez des sorts de zones, pareil, des choses comme ça, de boucliers, un pool de points de vie. Et en plus, ce qu'il y a d'amusant, c'est que vous allez avoir des cartes événements. Alors les cartes événements, elles sont plus ou moins... Alors ça, c'est les cartes événements. Donc il y a deux types, ville ou voyage. Et donc ces cartes événements, certaines, donc c'est un gros paquet. Au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir en rajouter quelques-unes. Et au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir en retirer certaines du paquet une fois que vous aurez accompli le choix qu'il y aura à faire. Donc une carte événement, c'est un texte narratif et un choix A ou B. Et en fonction de ce choix, vous aurez quelque chose de bien ou pas bien,
ou des fois quelque chose de pas bien dans les deux cas, mais qui seront plus ou moins forts. Et enfin, en fonction de la composition du groupe, bah, vous aurez peut-être des événements qui seront un peu différents. Voilà, par exemple, si vous rencontrez d'autres personnages de votre race, bah, il y a des chances que ça se passe un petit peu mieux. Si l'événement fait appel à un voleur ou à quelqu'un de fort, bah, l'événement devrait mieux se passer si vous avez un de ces types demandés. Donc ça, c'est un petit côté legacy. C'est un peu du Chrome, hein, je dirais. Ça ne change pas fondamentalement la donne, mais ça veut dire qu'à chaque début d'aventure, bah, vous allez avoir un ou deux événements de jeu qui vont un petit peu changer la donne. Voilà, en sachant que ces paquets vont en plus évoluer au fur et à mesure de la campagne. Donc ça, c'est un aspect un petit peu marrant. Donc vous avez vu qu'il y avait énormément de monstres, de personnages, etc. Donc il y en a des dizaines et des dizaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le combat, par contre, donc autant les joueurs ont ce petit paquet pour faire leur combat, autant vous avez, donc là je reprends un petit peu la boîte, vous avez, est-ce que c'est ça, voilà. Chaque monstre en fait va disposer d'un paquet de cartes, de 7 ou 8 cartes qui lui seront propres. Donc par exemple là vous avez les démons de la nuit, ils sont 8, ils ont 8 cartes, et bah, vous allez avoir un paquet personnalisé pour chaque type de monstre. Et ça c'est vraiment quelque chose de super bien. Les monstres, ils évolueront bah, pareil au moment de la révélation, bah, avec une initiative de 22, et voici les actions qu'ils vont accomplir. Se déplacer et attaquer, et déclencher des éléments, bon ça c'est plus pour les mages. Mais là encore, mouvement 1, attaque -1, donc des événements assez différents en fonction du personnage, donc parfois ils vont se mettre à tirer à distance. Et bah voilà, en plus, ce qu'il y a de rigolo, c'est que vous avez un petit fluff, c'est-à-dire si jamais vous piochez cette carte, vous remélangez le paquet. Donc vous n'êtes jamais sûr de tomber sur un événement. Voilà. C'est à la fois légèrement prévisible, très légèrement, et à la fois aléatoire. Donc c'est vraiment très sympa. Et il faut savoir qu'il y a des paquets pour chaque type de monstre, hein. Donc vous en avez des dizaines, donc à chaque fois que vous allez faire une salle, alors, quand vous faites une salle, il y a 3, 4, 5 types de monstres, hein, pas plus, hein, mais voilà, vous pouvez avoir des surprises sur qu'est-ce qu'ils font. La première fois que vous rencontrez un monstre, bah, il vous surprend dans ses possibilités, même s'il y a une certaine logique, j'ai envie de dire, sur ce qu'ils vont faire. Là, vous voyez, vous avez des vipères géantes. Les vipères géantes, en général, bah, elles sautent, elles attaquent, généralement elles empoisonnent normalement, mais voilà. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de poison là, Giant Viper. Voilà. Hop, hop, bizarre. Bizarre, ouais, bon, elles attaquent. Ouais. Voilà, gagnent des avantages. Bon, j'aurais cru qu'il y avait des poisons, mais voilà, pas forcément, c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà, bon, après je me souviens plus de tous les monstres, tellement ils sont vraiment diversifiés. Là, vous voyez, il y a tout un paquet de cartes, mais il y a 3 fois ou 4 fois ce type de paquet de cartes, hein. Donc vraiment très très riche en termes d'action des monstres. Euh, Quoi d'autre vous avez? Donc là, je vous ai expliqué effectivement les objets. Alors, il faut savoir aussi qu'en chaque début d'aventure, vous allez avoir un petit paquet à piocher. Voilà, donc ça, c'est pas ça. Alors, oui, chaque début d'aventure, vous allez avoir un petit paquet de cartes qui vont en fait vous donner un petit objectif pour la mission, hein. Alors pareil, un autre côté deck building de votre personnage qui est vraiment assez intéressant aussi, c'est que chaque personnage dispose d'un paquet de cartes qui est normé, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir plusieurs -1, alors là c'est un -2, voilà. Donc là, c'est le paquet de cartes 2, donc vous allez avoir par exemple x4 -1, plus 1 plus 1, ou 2 ou 3 plus 1 plus 2, 1 -2, etc. etc. Donc voilà, en tout, vous allez avoir 20 cartes avec, par exemple, en plus une carte d'échec automatique et une carte de x2 aux dégâts. Donc là encore, il va y avoir du deck building dans le jeu parce qu'à chaque fois que vous allez monter de niveau, bah, vous allez pouvoir faire une amélioration. Alors, amélioration qui sera en fait ici, donc c'est les perks, donc les marques. Et par exemple, retirer 4 cartes de niveau 0 ou remplacer une carte de niveau -1 par une de +1. Et à chaque fois que vous montez de niveau, vous faites une petite coche. Pareil, comme je vous expliquais, il y a aussi les missions de début de scénario. Donc il y a un paquet de 30 cartes avec des petites missions. Bah, ce tour-ci, il faudra tuer un ennemi élite ou il faudra finir la partie avec au moins un maximum de 3 cartes, etc. Donc une petite mission qui vous donnera éventuellement une petite coche.
Et quand vous en cumulez 3, vous avez le droit de faire une petite coche aussi. Donc encore un petit jeu dans le jeu que vous pouvez faire. Et donc c'est assez amusant. Donc encore un aspect deck building à la fois sur votre personnage et à la fois sur vos modificateurs de combat. Quand vous faites 3 points de dégâts ici, vous piochez une carte. Voilà, donc ça c'est encore autre chose. Mais vous avez plus 0, ça fait 3 points. Mais vous auriez pu tirer un plus 1, ça aurait fait 4 points de dégâts. Donc vous avez des petites surprises qui peuvent arriver en fonction de ce qui se passe. Donc là encore, c'est un petit côté amusant. Là encore, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir de l'équipement qui vont arriver. Équipement supplémentaire qui va arriver en fonction, par exemple, de certaines missions. Donc 2-3 objets vont apparaître en plus. Ou vous allez avoir aussi, au fur et à mesure que la ville se développe grâce à vos missions, un nouveau pool de choix d'objets qui va s'étendre. Alors, il va s'étendre grâce à vos montées de niveau, mais aussi grâce aux actions que vous allez faire dans les missions et aussi dans les cartes événements. Donc la ville s'enrichit, on va dire, et le pool de cartes sera de plus en plus étoffé. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en plus les cartes sont en quantité limitée. Par exemple, vous avez deux armures de cuir, et donc il y aura seulement 2 personnages qui pourront prendre les armures de cuir. Au début, c'est pas forcément embêtant parce que vous avez peu d'argent. En milieu de partie, ça peut être un petit peu embêtant parce que vous commencez à avoir de l'argent, mais vous commencez à manquer de cartes. Mais comme le pool de cartes va s'enrichir, ça va être assez intéressant. Donc voilà les grandes lignes du jeu. Donc là, je voulais vous montrer ici, vous avez à peu près les 6 personnages de base. Et là, vous avez vraiment une quinzaine de personnages supplémentaires pour la découverte. Donc pour résumer, c'est un jeu monstre. Jeu monstre, pourquoi? Parce que en fait, vous avez des heures de jeu qui sont absolument hallucinantes. En gros, il y a 95 scénarios, 94, je ne sais plus très bien. Mais vous allez avoir, si vous comptez 2 à 3 heures de jeu, sachant qu'il faut peut-être faire juste 50 scénarios, 60 scénarios pour faire la campagne, vous avez plus d'une centaine d'heures de jeu qui vous sont proposées. Donc, s'il devrait y avoir qu'un jeu parce que vous êtes finalement fauché, je crois qu'il coûte dans les 150 €, finalement c'est peut-être un bon investissement si vous considérez que vous allez jouer régulièrement et que c'est votre style de jeu et celui de votre groupe. Et donc voilà, c'est un rapport qualité-prix, oui, qualité-prix, mais aussi durée de vie qui est assez hallucinant. Donc pour peut-être apporter un petit peu aussi des précisions sur le jeu, comment il est quand on joue à 1, 2, 3 ou 4, en fonction du nombre de joueurs. Alors, j'ai expérimenté le jeu en solo là-dessus. Donc le jeu en solo, c'est un coop, donc par définition, vous pouvez effectivement jouer en solo. Des petites règles sont aménagées pour rendre le jeu légèrement plus difficile, vu que vous n'avez plus cet aspect de partie, de surprise quand vous dévoilez vos cartes. Et donc, ils augmentent un petit peu la force des monstres. Donc ça aussi, c'est très bien fait. Au fur et à mesure que vous allez monter de niveau, vous avez les monstres qui augmentent de force et de puissance. Donc ça aussi, c'est très bien fait. Et donc, vous allez avoir en solo vous avez la possibilité de soit jouer minimum de 2 personnages. Donc, il faut toujours jouer 2 personnages. Il n'y a pas de jeu solo-solo. Voilà, donc vous en jouez 2 en général parce que c'est quand même pas facile de jouer avec 2 mains de jeu. Certains qui sont plus expérimentés arrivent à jouer avec 3 personnages, voire 4 personnages. Mais là encore, ça va vous faire une durée de jeu qui est très longue en solo. Donc imaginez avec 3 personnages un peu la programmation, le temps de déplacement, etc. Donc une petite chose, oui, l'AI, il y a une espèce d'intelligence artificielle qui vous permet de jouer en solo. Ou même à plusieurs, mais cette intelligence artificielle, elle est plutôt relativement simple, c'est-à-dire que dès qu'elle vous voit, les monstres avancent et ils se mettent à une distance, à la distance nécessaire pour vous tirer à distance. Ils ne s'approchent jamais au corps à corps, etc. Donc c'est plutôt bien fait, même si c'est basique, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, sur le jeu solo, pourquoi pas, J'ai envie de dire, vous pouvez vous amuser, vous éclater pendant des dizaines d'heures de jeu avec du jeu solo, en faisant une progression de vos personnages, en sachant que comme la progression est lente, ça va être sympa parce qu'en même temps, ils vont évoluer un tout petit peu à chaque fois, un tout petit peu à chaque fois, un tout petit peu à chaque fois, et donc vous allez en profiter. Donc voilà, c'est pas des grosses upgrades à chaque fin de scénario, voilà. Donc jeu solo, ça passe très bien. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui n'y arrivent pas. Mais si vous ne jouez jamais en solo, forcément, vous n'allez jamais y jouer. Mais vraiment, pour quelqu'un qui joue en solo,
peut-être faire une campagne avec 2 personnages, c'est tout à fait possible. Et puis la seconde, vous la refaites avec 3 personnages si vous voulez plus de diversité. En tout cas, plus vous mettez de personnages, plus ça sera lent. Donc, en jeu solo, ça marche très bien. En jeu à 2, bah là, vous commencez déjà à être en multijoueur. Donc, jeu à 2, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des parties relativement courtes, je dirais d'1h30. Et donc, vous allez pouvoir enchaîner les scénarios et faire la campagne. Parce que le but de Gloomhaven, c'est quand même d'enchaîner des scénarios et de faire une campagne, vu que le monde est narratif. Enfin, il n'est pas narratif, justement, il est plutôt évolutif, on va dire, plutôt legacy. Donc, vous allez, comme en plus vous progressez très peu, euh, bah, c'est bien d'enchaîner les scénarios pour voir votre personnage vraiment devenir de plus en plus puissant. Et en même temps, vous-même, vous maîtrisez de mieux en mieux votre personnage. Et donc, vous allez de mieux en mieux optimiser bah, des combos, hein, finalement. Hein. Donc, mieux comboter vos cartes, mieux préparer votre deck building, à la fois avec votre carte, à la fois avec vos paquets de combat. Donc, tout ça, vous allez sentir la progression et c'est assez satisfaisant. Moi, à 2, j'aime pas trop. Je trouve que le côté répétitif du jeu vous commence à vous agresser. Il n'y a pas forcément beaucoup de monstres dans les pièces. Donc voilà. Ça, personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais certains pourront aimer. En tout cas, voilà, à 2, c'est pas. Voilà, c'est un peu trop rapide d'une certaine manière, d'autant qu'il y a un temps d'installation qui est élevé. Et puis j'ai l'impression que voilà, il y a 3-4 monstres, on arrive dans une pièce, on les tue, on avance. Donc voilà, c'est vraiment voilà. Mais après, voilà, à 2, c'est peut-être aussi le moyen de jouer régulièrement si vous êtes en couple, vous avez un meilleur ami, etc. Donc là-dessus, c'est aussi pas mal. Alors sur 3 joueurs maintenant, alors 3 joueurs, pour moi, c'est ma configuration un petit peu optimale. Optimale pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire plus d'interactions entre les personnages. Parce que comme vous avez des cartes un peu à combo, bah, le fait d'être 3, ça va pouvoir enchaîner des capacités. Vous avez quand même une quantité raisonnable d'ennemis, parce que plus vous êtes nombreux, plus il y a d'ennemis dans les salles. Et en plus, en même temps, bah, à 3, le jeu est moins long par rapport à 4 forcément, mais vous avez encore la capacité peut-être de faire 2 scénarios dans une après-midi, 3, enfin, pas forcément sur une soirée, mais voilà, sur une après-midi, vous avez clairement le temps de faire 2 scénarios, en sachant que ça dure 2 heures, 2h30 à 3, donc vous avez l'occasion de rejouer éventuellement, et ça c'est très satisfaisant. Donc pour moi à 3, c'est vraiment le mieux, hein. Et enfin à 4 joueurs, bah là à 4 joueurs, là vous arrivez dans un jeu qui devient beaucoup plus, je dirais pas tactique, mais beaucoup plus dense, beaucoup plus volumineux. Vous allez avoir beaucoup de monde sur la salle, vous allez avoir beaucoup d'interactions avec les autres joueurs et vous allez commencer à perdre un petit peu, je dirais, le fil de la partie dans le sens où vous allez moins pouvoir vous concentrer sur ce que font les autres joueurs. C'est-à-dire qu'à 3, vous voyez votre voisin de gauche et de droite, vous visualisez un peu ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils vont faire. À 4, ça devient beaucoup plus diffus, il y a beaucoup de monstres, ça devient beaucoup plus chaotique, mais l'avantage, c'est que vous pouvez y jouer à 4 et c'est pas non plus, je dirais, un saut qui est disqualifiant. À 4, ça joue très bien, j'ai déjà joué à 4. Par contre, ça prend bien les 3 heures, donc c'est un peu long, faut faire la mise en place, etc. Donc c'est un peu plus lourd en installation, en mise en place, mais l'avantage c'est que vous jouez avec tous vos copains, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, bah, je veux dire, pas forcément pour conclure, mais pour présenter un petit peu les qualités et les défauts de ce jeu. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est quand même le jeu qui est numéro 1 sur BGG depuis des années. C'est-à-dire que BGG, c'est le site un peu international du jeu de plateau, hein. Et là, je crois qu'il y avait à peu près plus de 50 000 avis hein, pour la note de Gloomhaven. Et il était, malgré les années, malgré les jeux qui passaient, le jeu le plus, enfin toujours au numéro 1, quoi. Est-ce que ça durera encore? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est positionné pour être le jeu clairement numéro 1. Alors, pour synthétiser, donc je dirais quels sont un peu ses défauts pour moi. Alors, ses défauts sont avant tout sa durée de mise en place. Il faut compter une vingtaine de minutes, voire 30 sur les premières parties pour mettre le jeu en place. C'est très long, il faut vérifier le matériel, piocher dans les sachets, piocher dans les rangements, etc. Retrouver les cartes, éventuellement se rappeler des règles si ça fait un petit moment que vous n'avez pas y joué parce qu'il y a des petites subtilités sur les règles qui peuvent vous échapper, notamment sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, beaucoup de mise en place et après le rangement. Donc vous prenez au moins 20 minutes de placement et 20 minutes de rangement. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
Euh, donc ça, c'est vraiment un des gros défauts, la mise en place. Alors, c'est pas forcément un défaut, mais c'est un jeu qui reste très tactique pour du dungeon crawling. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est à la limite de l'euro, hein. Alors, c'est un défaut, pour moi, c'est une qualité, mais voilà, je l'ai mis en défaut comme ça. Mais donc, un jeu où vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire et quelle carte je vais jouer, en sachant que c'est quand même bien de jouer avec un peu de brouillard de guerre, hein, de ne pas vous dire exactement, et d'ailleurs les règles l'interdisent, hein, à quelle initiative vous allez jouer, mais plutôt si je vais être rapide ou lent, je vais attaquer, pas attaquer, je vais soigner, je vais pas soigner, voilà. Plus vous jouez avec du brouillard de guerre, plus le jeu sera un petit peu dans la réflexion. Donc ça peut être déceptif pour ceux qui sont habitués à lancer 8 dés, 10 dés, 11 dés pour faire une attaque et 6 dés en défense. Et le système un peu classique, là on n'est pas du tout là-dessus, hein. Donc là encore, le système 100D, ça peut décevoir certains. Moi, je préfère le système par carte parce que c'est l'aléatoire un peu plus contrôlé et contrôlable. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, parmi les défauts qu'on pourrait lui donner, c'est aussi le côté répétitif des scénarios. Il n'y a pas de trame narrative forte, c'est pas un gros jeu narration. Il y a quand même une narration, moi je trouve, avec des missions, des poursuites, etc. à travers les scénarios, mais ça reste pas basique. Je dirais pas basique, mais ça reste léger. Ça reste léger. Moi, je trouve ça quand même pas mal, hein. C'est-à-dire que vous avez quand même une trame sur l'histoire, sur l'évolution de Gloomhaven, en fonction de vos choix et vos décisions. Mais c'est pas un grand jeu narratif comme Tainted Grail. Mais c'est pas un zombicide, clairement pas. Donc, vous avez quand même un aspect de campagne, un aspect d'évolution, d'interaction avec les personnages, et parfois des choix à faire en fin de scénario. Parfois, pas souvent, hein, mais et surtout, vous avez un côté, je dirais, narratif qui viendrait du fait que vous allez choisir parfois entre 5 ou 6 ou 7 missions. Vu que les missions sont mises sur la carte que je vous ai présentée en début, bah, vous allez pouvoir dire je vais sur cette zone-là, je vais sur cette zone-là, j'explore un peu plus tel côté du scénario. Donc bah voilà, le côté narratif, il n'est pas très fort, mais il est présent. Et voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect peut-être un peu polémique, hein. Je sais que c'est un peu polémique ce côté narratif, certains le trouvent trop bas. Moi je le trouve pas mauvais du tout, mais voilà, je l'ai présenté en défaut parce que bon, je ne vais pas mettre que des qualités. L'autre côté qui peut déranger aussi, c'est le côté standees des monstres, hein. Vous avez des monstres qui sont des petites boîtes en carton qui tiennent effectivement sur ces standees, donc ça peut décevoir quelqu'un, mais moi je l'excuse totalement parce que pour 140 euros, 150 euros, vous avez un jeu monstre qui tient. Voilà, on aurait fait des figurines, on serait parti sur un jeu à 400, 500 euros, comme certains le font maintenant. Là, on est quand même sur un prix relativement raisonnable par rapport à la quantité de monstres, par rapport à la quantité d'objets, par rapport à la quantité que vous avez de cartes, etc. Donc, pour moi, le jeu est bien fourni pour ce qu'il est, mais certains préfèrent les grosses figurines, certains préfèrent avoir des monstres en figurines. Voilà, donc c'était un choix éditorial que moi personnellement je trouve totalement légitime et très bien pour avoir un jeu accessible. Après voilà, vous n'avez pas tout, mais voilà, pareil, vous avez pas mal de, je dirais, de portes, de piliers, tout ça, c'est vraiment des petits cartons que vous posez, donc ils sont sympas les cartons, hein, ils ne sont pas légers ni fins, mais voilà, ça peut décevoir. Le manque de 3D, notamment par rapport à Legends que vous pouvez avoir, ça peut en décevoir quelqu'un, mais ça peut décevoir des personnes. Voilà. Ensuite, sur les qualités, alors évidemment, si on est premier sur BGG, c'est qu'on a forcément des qualités. C'est de retrouver, je dirais, un monde jeu de rôle basique pour les joueurs des années 90, dont j'ai été. Et donc, vous retrouvez vraiment l'aspect Donjons et Dragons. L'aspect Donjons et Dragons, c'est-à-dire que bah, vous avez des aventuriers, voilà, qui se retrouvent dans une petite auberge et bah, vous avez une mission. Là, une personne vient vous voir et vous dit bah, allez tuer des cultistes dans un endroit et ramenez-moi ce qu'ils ont caché. Voilà, donc tout ça c'est fait dans la narration justement. Et bah, ça fait quelques phrases, hein, pas plus, hein, mais voilà, vous y allez pour ça. Et quelque part, le Donjon et Dragon basique, primitif, ou même l'œil noir à l'époque, c'était vraiment allez me chercher ça et ramenez-le-moi. Et à la fin, bah, vous avez éventuellement un choix narratif de enquêter sur la personne qui vous a engagé ou éventuellement de poursuivre l'émission avec cette personne-là. Et donc, bah, vous retrouvez complètement cet aspect très basique, mais à la fois très, très jouissif hein, du Donjon et Dragon que
dans beaucoup de jeux, vous ne retrouverez pas dans le sens où il n'y aura pas ce côté campagne, parce que vous allez monter de niveau, vous allez avoir un environnement qui va quand même évoluer grâce au style Legacy. Donc vous retrouvez vraiment, enfin c'est vraiment une claque enfin pour moi ça a été une claque dans le sens où c'était vraiment une surprise de retrouver quelque chose aussi similaire à du jeu de rôle, avec l'initiative, je tape, je me déplace, ou éventuellement des actions de lancer de couteau. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même une légère, selon sa classe, on a quand même des opportunités de gérer son personnage qui sont plutôt sympas. Et j'ai beaucoup aimé ça. Autre chose qui a été sympa, c'est de sortir des races stéréotypées, humains, elfes, nains, orques. Là, vous avez vraiment une création originale avec des races nouvelles, alors des races cœur de roche, hein, des êtres humains, des savasses aussi, pas mal de petits trucs. Là, vous avez ce qu'on appelle le bricoleur aussi qui est là. Puis là, vous avez un humain, un standard, hein, enfin une humaine plus exactement. Donc, c'est plutôt sympa de sortir un peu de ce carcan elf-nain. Donc j'ai trouvé sympa, même si c'est un peu déroutant, parce qu'en fait on ne connaît pas très bien les races, mais au fur et à mesure qu'on connaît un petit peu plus le monde, on découvre un petit peu de choses. Et c'est pour ça que de toute façon je pense qu'il a été évolué là ces derniers temps sur une version jeu de rôle, hein. On avait déjà une version comics qui était sortie, mais là vous avez carrément une version jeu de rôle, hein. Donc le monde qui se développe. Et puis même Frosthaven qui va arriver dans pas longtemps, donc une version un petit peu 1.5. Parce que je pense pas que ça révolutionne énormément le jeu. Allez, peut-être 2.0, mais c'est pas, enfin, ça n'a pas l'air d'être un gros bouleversement, et c'est tant mieux, parce que le système est vraiment sympathique. L'autre côté que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est le côté legacy, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des personnages qui vont évoluer, et qui vont même se retirer en fur et à mesure du jeu, qui ont une mission qui leur est propre. Et en même temps, vous avez l'environnement de Havre Nuit, de Gloomhaven, qui va évoluer avec un marchand qui va vous proposer de plus en plus d'objets, euh, et qui va vous diversifier un peu le monde. La possibilité de vous orienter vers le côté un peu dark de Gloomhaven, ou le côté un petit peu sympathique de Gloomhaven, c'est-à-dire vous comporter mal et avoir une mauvaise réputation, d'avoir une bonne réputation, et toutes ces petites cartes dans les événements qu'on rajoute au fur et à mesure du jeu qui évolue, c'est à la fois très léger mais sensible. C'est ça qui est bien, quoi. Alors c'est un peu des lourdeurs aussi de jeu, hein, mais voilà, vous allez avoir des poules de cartes qui vont augmenter, vous allez avoir des poules d'objets qui vont augmenter au fur et à mesure du jeu, et c'est vraiment très très sympa, hein. Là aussi, ce que j'ai bien aimé, j'en ai un peu parlé, c'est la diversité des monstres. C'est-à-dire que vous allez avoir des monstres qui vont vraiment vous surprendre à chaque fois. Donc, dès que vous découvrez un nouveau monstre, vous dites, ah tiens, il pouvait faire ça. Alors évidemment, vous pourriez lire chacune des cartes avant, rien ne vous en empêche, hein, c'est un jeu de plateau, hein, c'est pas un ordinateur. Donc, mais voilà, vous pouvez vous laisser tout simplement la surprise. Et cette surprise-là, vous aurez des actions incroyables de certains monstres. Tiens, lui, il fait une invocation. Normal, après tout, c'est un cultiste, donc il peut invoquer des squelettes, ce qui est logique, hein, mais vous aurez pas mal de fois des monstres qui vous font des mouvements un peu surprenants et déstabilisants, où vous dites, ah tiens, je pensais pas qu'il était aussi rapide, ou je pensais pas qu'il pourrait se soigner. Vous voyez, plein de choses déroutantes, vu que ça a été vraiment conçu comme une œuvre monstre, hein. Une autre chose aussi très forte que j'ai bien aimée, c'est l'adaptabilité du jeu par rapport au nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez jouer en pool. C'est-à-dire que chaque joueur peut jouer un des 6 personnages. Donc là, j'en ai mis 4, hein. Là, il y en a un cinquième aussi que j'ai très mal peint, donc je ne voulais pas le présenter, mais tant pis. Mais par exemple, vous êtes une équipe de 3 joueurs et vous allez choisir chacun ce personnage-là. Donc ça, c'est votre personnage. Et puis, il y a un copain qui passe et qui se dit, bah tiens, je jouerais bien avec vous, mais juste une partie pour essayer. Et donc, vous pouvez lui confier un des personnages de base. Et donc, il vient par exemple avec son bricoleur et vous faites le scénario à 4. Le jeu est complètement adaptable par rapport à ça. Et puis finalement, il n'aime pas, vous continuez la campagne à 3 et puis pas de souci. Ou même finalement, il aime le jeu, il continue à jouer avec vous et donc vous jouez à 4. Et puis finalement, il y a ce personnage-là qui n'est pas disponible le week-end. Finalement, vous continuez l'aventure à 3. Et donc ça, c'est vraiment assez fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se permettre de jouer des campagnes en faisant, je dirais, varier le nombre de joueurs. Alors évidemment, si un joueur n'est pas présent, il ne va pas gagner de l'XP, il ne va pas gagner de l'or, etc. Mais il y a tellement de scénarios, il y a 50, 60 scénarios, qu'en fait, quand vous quittez la campagne pendant un ou deux scénarios, même 4 ou 5, c'est pas tellement préjudiciable, hein. Donc en plus, sachant que certains personnages partent à la retraite, donc vous force à recommencer depuis niveau pas forcément 1 mais 2 ou 3.
eh bien, c'est pas tellement préjudiciable. Donc ça, ce côté adaptable du nombre de joueurs, pour moi, c'est une très très bonne surprise. Et j'ai vu peu de jeux qui étaient capables de vous faire alterner comme ça le nombre de joueurs. En tout cas, avec sa version Legacy. Donc conclusion, eh bien c'est un jeu qui est numéro 1. Moi j'ai fait 20-25 scénarios avec ce jeu-là. Donc autant dire qu'on l'a bien aimé. Par contre, il exige aussi de jouer en campagne et des campagnes pas trop dispersées, sinon vous perdez le fil de la campagne, le fil du jeu, les règles, il faut s'en rappeler. Donc ça va pu le mettre dans les inconvénients, mais voilà, sa qualité a un peu ses défauts. Mais voilà, il n'est pas numéro 1 pour rien, parce que vraiment, il est vraiment très vaste, il est très riche, il est très complet. Après, le côté mécanique et répétitif du jeu peut en décevoir certains, le matériel peut-être en carton peut aussi en définir, mais vraiment, c'est un jeu majeur dans le monde du jeu de plateau qui est arrivé, puisque bah, il a créé vraiment, il a montré qu'on pouvait concevoir des jeux qui étaient vraiment des mondes ouverts, des mondes où on pouvait avoir des personnages différents, des créatures différentes, et avec un système de mécanique de jeu qui était pour moi original, hein. On ne lançait plus des brouettes de dés, mais on choisissait des cartes. Et ces cartes, en fait, vous avez par exemple avec lui 10 cartes, vous allez vraiment pouvoir comboter. Donc voilà, il n'est pas numéro 1 pour rien, surtout après toutes ces années. Si vous aimez les styles de jeu vous êtes prêt à vous impliquer vraiment dans une campagne très longue, à 2, à 3, à 4 ou même en solo, bah, vous pouvez vous lancer là-dessus. Par contre, le problème, c'est que ce jeu-là sera un peu un jeu exclusif, vu qu'il faudra 1 an ou 2 pour faire, a priori, comme beaucoup, la campagne en entière, hein. Donc, il y a très peu de gens, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être acheté le jeu, mais il y a très peu qui ont réussi à le finir et aller jusqu'au bout, hein. Même moi, j'y suis pas arrivé au bout de 3 ans, alors, notamment à cause du confinement. Mais voilà, c'est vraiment, si vous avez très peu de jeux et que vous voulez jouer régulièrement avec les copains, bah voilà, vous pouvez vous jeter sur ce jeu-là. Maintenant, en plus, il est en français, donc il y aura moins de problèmes de traduction pour certaines cartes. Mais voilà, ce jeu est vraiment numéro 1 et il le mérite parce que c'est un jeu qui a révolutionné le jeu. Je pense que s'il serait arrivé dans les années 90, ça aurait été un carton immense. Alors, ça n'aurait pas été possible pour diverses raisons, mais voilà, le jeu serait venu 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt, il aurait complètement bouleversé le monde du jeu. Il l'a fait, mais plus dans un contexte d'hyper-production. Donc, oui, il est resté célèbre, oui, il est reconnu et il évolue d'ailleurs avec Frosthaven, avec d'autres versions, ou à une version un peu plus minimaliste comme les Mâchoires du Lion. Mais il est quand même révolutionnaire à mon sens en termes pour l'addition de toutes ces choses-là que je vous ai citées plus en avant. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette présentation de Gloomhaven. Peut-être que vous-même vous êtes fan du jeu ou que vous ne l'avez pas aimé, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, le petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est bien, et n'hésitez pas à utiliser les liens. Et bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.